Bonjour et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les titres. Des religieux somaliens rejettent la reconnaissance par Israël du Somaliland. Dans l'actualité également, nous allons donc voir l'Arabie Saoudite a accueilli favorablement la tenue d'une conférence sudiste inclusive à Riyad. Dans l'actualité internationale toujours, l'entrée en vigueur d'une décision israélienne interdisant des activités de dizaines d'organisations humanitaires et internationales, ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous et nous allons en Somalie en ce début de journal pour parler de la clôture de la conférence Heritage. En effet, le Premier ministre de la République fédérale de Somalie, M. Hamza Abdi, a clôturé les travaux de la conférence de l'Institut Heritage dans une allocution faite exposant la position du gouvernement somalien face aux derniers développements liés à la reconnaissance israélienne de la région du Somaliland. Selon le correspondant de la RTD, le Premier ministre somalien a également abordé la situation sécuritaire et les défis auxquels le pays est confronté en exposant les facteurs liés aux attaques ayant visé certaines régions. Il a par ailleurs réitéré également l'engagement du gouvernement fédéral à poursuivre ses efforts en vue de renforcer la sécurité, la stabilité ainsi que la défense de l'indépendance également de l'unité de la Somalie conformément à la Constitution et aux lois en vigueur. C'était dans les titres des religieux somaliens s'opposent donc à la reconnaissance du Somaliland, reconnaissance faite par Israël. Ils ont affirmé que toute tentative de reconnaissance d'une région ou d'une entité en dehors du cadre constitutionnel somalien constitue une atteinte manifeste à la souveraineté, à l'unité du pays. Les religieux ont donc insisté sur le fait de la préservation de l'unité territoriale de la Somalie relève, ont-ils indiqué, d'un devoir national religieux, appelant le peuple somalien à faire preuve de vigilance, de cohérence, de rejeter toute action susceptible de porter atteinte à la cohésion de l'État et de ses institutions. Ils ont également appelé à traiter la question nationale par le dialogue de la concertation dans le respect de la Constitution et des lois en vigueur. L'Arabie Saoudite a accueilli favorablement la demande du président du Conseil de direction présidentielle yéménite, Dr Rachad Mohamed Alimi, visant à organiser une conférence inclusive à Riyad, réunissant l'ensemble des composantes du Sud afin d'engager un dialogue, d'examiner des solutions justes à la question du Sud. Cette position s'inscrit donc en réponse à la demande formulée par le président du Conseil de direction présidentielle en cohérence avec le communiqué du ministère des Affaires étrangères en date du 30 décembre qui a souligné que la question du Sud est une cause juste aux dimensions historiques et sociales et que son règlement ne peut intervenir que par le dialogue dans le cadre d'un règlement politique global du Yémen répondant aux aspirations légitimes des populations du Sud dans le cadre d'un processus politique inclusif contribuant ainsi à la sécurité, à la stabilité du Yémen. Le ministre de la Justice, M. Ali Hassan Bahdoun, a procédé mercredi à l'inauguration des tribunaux de première instance et du statut du personnel desservant les régions de Bok et de Tadjoura. Cette nouvelle infrastructure judiciaire marque un tournant décisif dans le renforcement de l'appareil judiciaire régional et améliorant l'accès à la justice pour les populations de cette région. Le ministre était accompagné d'une importante délégation comprenant le procureur de la République, la présidente du tribunal de première instance, du président du tribunal du statut personnel, du président de la commission des droits de l'homme, du directeur général des établissements pénitentiaires, de son conseiller technique Mohamed Aden et de Mme Fardoussa Mohamed, directrice de la communication, Mme Tasnim Abdallah, directrice des services judiciaires.
Sur place, la délégation ministérielle a été accueillie par le préfet de la région, M. Moussa Adan Migane, en présence des autorités civiles, militaires, coutumières de la région. Ensuite, après cette visite, une visite guidée des locaux a permis de découvrir cette nouvelle infrastructure régionale où sont désormais ont pris leur fonction Madame Saada Mohamed, présidente du tribunal de première instance de la région, et de Monsieur Elmi Roblé, du tribunal du statut personnel, le procureur de la région Nord. Le ministre s'est félicité également de la qualité des installations qui permettront aux citoyens de la région d'accéder à un service judiciaire de proximité. Cette inauguration s'inscrit dans la politique gouvernementale de la décentralisation et des services publics, rapprochant la justice des citoyens sur toute l'étendue du territoire national. Et à la suite de cette inauguration, le préfet de la région, M. Moussa Adan Migane, s'est exprimé. Donc nous avons eu l'honneur de recevoir le ministre de la Justice, à son Excellence Ali Hassan Badon, qui a inauguré pour la première fois le palais de justice de la région d'Obok. Ce palais de justice est la bienvenue ici à Obok, puisque avant de parler de décentralisation, il faut parler de concentration. Et ceci fait partie de la politique du président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, pour la déconcentration des services de l'État. Faisant partie donc des services régaliens, ce service nous permettra et surtout nous allègera beaucoup de choses, surtout dans toute la logistique et les moyens financiers déployés pour déférer une personne. Aujourd'hui, nous avons, alhamdoulilah, le tribunal chez nous. Inch'Allah, il nous reste donc les quelques ministères qui restent viendront aussi, mais la décentralisation est lancée, elle est en route. Merci. Salam alaikum. Nous vous proposons cette fois de suivre ce magazine portant sur la modernisation d'infrastructures, mais aussi des avancées accomplies en matière juridique. À Djibouti, la justice connaît une transformation remarquable. Dès son accession à la tête du pays, le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, va lancer un vaste chantier pour moderniser notre appareil judiciaire. C'est dans ce sens qu'en novembre 2000, et à l'initiative du chef de l'État, Djibouti va organiser les États généraux de la justice. Une date qui marquera un tournant décisif pour la justice djiboutienne. Par la tenue des États généraux, Djibouti a démontré sa détermination à se doter d'une institution judiciaire moderne, indépendante et accessible. Cette concertation nationale associant magistrats, avocats, universitaires et sociétés civiles a établi les bases solides d'un renouveau profond. Les États généraux ont défini une feuille de route ambitieuse centrée sur la modernisation des textes et procédures, le renforcement des garanties d'indépendance de la magistrature, la professionnalisation des personnels judiciaires et l'amélioration du cadre de travail. Cette impulsion initiale a engendré une dynamique de progrès constant dont les réalisations les plus significatives s'épanouissent aujourd'hui. Le premier pilier de cette transformation réside dans la modernisation du cadre juridique et judiciaire. Ainsi, Djibouti a entrepris avec succès l'actualisation de son arsenal juridique, le rendant plus conforme aux standards internationaux. Les révisions constitutionnelles et l'adoption des lois organiques ont consolidé les fondements de l'indépendance judiciaire. Mais cela va de pair avec un corps révalorisé. C'est pourquoi la reconnaissance du rôle essentiel des magistrats s'est traduite par une politique globale de révalorisation faisant de la magistrature une carrière d'excellence. Cette dynamique s'est accompagnée d'une hausse notable des effectifs. Le nombre de magistrats a considérablement augmenté, tout comme celui des auxiliaires de justice, qu'il s'agisse des greffiers, des avocats, des notaires ou des huissiers. D'importants efforts ont ainsi été consentis pour améliorer les conditions matérielles et sociales des magistrats, l'augmentation des rémunérations, mais aussi la création d'un environnement propice à l'exercice serein de leurs fonctions.
La réhabilitation du palais de justice s'inscrit également dans une avancée offrant un cadre plus moderne, sécurisé et accessible. Cette infrastructure renouvelée facilite les bons déroulements des procédures judiciaires, améliore les conditions de travail des professionnels du droit. Elle témoigne de la volonté des autorités de renforcer l'indépendance de la justice et de garantir un meilleur accès au droit pour tous. Conforme aux valeurs religieuses, la promulgation du Code de la famille en 2002, ainsi que la création des tribunaux spécialisés en statut personnel et l'institution de Ma'douna Sharia ont marqué une avancée notable dans le domaine du droit de la famille à Djibouti. Ces réformes ont permis de soumettre les affaires familiales à des magistrats pleinement qualifiés et spécialisés dans les questions relatives au statut des personnes, assurant ainsi un traitement plus juste, rigoureux et adapté des litiges familiaux. Un dispositif qui a démontré son efficacité également dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Autre avancée majeure, l'ENEJ, l'École nationale d'études judiciaires. Créée en 2020, l'école incarne la vision prospective de la réforme judiciaire et constitue un investissement stratégique pour l'avenir. Elle permet de former sur le sol djiboutien une nouvelle génération de magistrats, de greffiers et auxiliaires de justice, bénéficiant d'un enseignement à la fois théorique et pratique parfaitement adapté au contexte juridique local. L'école transmet des principes fondamentaux d'éthique, de déontologie et d'intégrité qui fondent la légitimité de l'institution judiciaire. Elle forme des professionnels compétents, mais aussi des gardiens des valeurs républicaines. En assurant une formation de haut niveau sur son territoire, Djibouti affirme sa souveraineté judiciaire et se positionne comme un acteur crédible dans l'espace judiciaire régional. Quant à la Commission nationale des droits de l'homme de Djibouti, créée en 2008, joue un rôle important dans la protection et la promotion des droits humains. Une volonté politique du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, pour faire des droits de l'homme une priorité. Elle a ainsi pour mission de protéger et de promouvoir les droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national. Cela inclut le traitement des plaintes, les enquêtes sur les violations, la visite des lieux de détention, l'élaboration des rapports annuels sur la situation des droits humains et les conseils au gouvernement. La CNDH vise également à sensibiliser le public et à collaborer avec des institutions internationales pour renforcer la protection des droits fondamentaux. Établie comme une juridiction autonome en janvier 2008, la Cour des comptes est l'institution supérieure des contrôles des finances publiques de la République de Djibouti. Elle veille à la recevabilité, à la transparence et à la bonne utilisation des ressources de l'État. Érigée grâce à une vision éclairée et une volonté affirmée de moderniser la gouvernance publique, elle incarne un pilier essentiel de l'État des droits. La Cour des comptes, par l'exercice de sa mission de justice financière, par son appui au pouvoir public, dans la conduite des finances de l'État et par la force de ses audits et de ses recommandations, constitue un pilier essentiel de la bonne gouvernance et un levier déterminant pour l'amélioration de la performance publique. Forte de ses réformes et de ses succès récents, la Cour des comptes poursuit son engagement, servir l'intérêt général, renforcer la confiance citoyenne et accompagner l'État dans sa marche vers une gestion moderne, responsable et transparente. En s'engageant résolument au sein des réseaux régionaux et internationaux, d'institutions supérieures des contrôles, la Cour des comptes de Djibouti contribue au prestige de la nation sur la scène internationale, portant les valeurs d'une gouvernance exigeante, responsable et tournée vers l'excellence. Les avancées accomplies depuis 2000 dessinent les contours d'une justice djiboutienne moderne, efficace et proche des citoyens. La poursuite des réformes engagées, notamment dans les domaines de l'accès aux droits et la modernisation des infrastructures, ouvre de perspectives enthousiasmantes. La justice djiboutienne, forte de ses réalisations et portée par une volonté politique constante, continue son processus de modernisation avec confiance et détermination. Elle incarne une institution en pleine transformation, porteuse d'espoir et d'assurance pour un avenir judiciaire solide et prometteur à Djibouti. Nous allons à Arta cette fois où le ministre de l'Environnement, M. Mohamed Abdelkader, s'est rendu dans la région de Leïta et à la cité Moumina pour lancer un projet d'envergure. Ce projet d'envergure vise à doter les ménages en zone rurale de foyers décents. Objectif de cette initiative et de permettre d'endiguer la coupe illégale de bois, mais encore et surtout soutenir les différents villages à travers le pays en leur proposant une alternative éco-responsable. À travers cette action de sensibilisation visant à offrir aux foyers vulnérables une alternative respectueuse de leur environnement, mais aussi de leur santé.
Cette action vise à contribuer positivement à l'amélioration de la qualité de l'air, de la santé des citoyens. 3000 foyers bénéficieront de cette initiative, mais aussi de sacs réutilisables. À tous les commerçants comme alternative au plastique, et ce, dans le respect des normes en vigueur. Nous commençons aujourd'hui par Cité Moumina, puis Omar Djaga, à travers cette distribution et des formations dans toutes les régions de Djibouti. Le ministre de l'Environnement est également intervenu. Voici un extrait de son intervention. L'objectif d'abord de cette initiative est de permettre surtout d'endiguer la coupe illégale de bois et de lutter contre la déforestation. Nous espérons à travers cette action de sensibiliser les personnes vulnérables aux effets de déforestation et leur apprendre que le changement climatique est là et nous ne pouvons pas négocier. Négocier avec la nature parce que nous avons besoin de cette nature. Nous espérons mettre en place cette initiative dans tous les villages reculés du pays afin de permettre aux personnes et surtout aux femmes de lutter contre la déforestation. Nous comptons distribuer plus de 3000 foyers améliorés à travers les pays, accompagnés bien sûr des sacs Kaba réutilisables qui ont été réalisés par des femmes de l'AMPH. Cette distribution s'accompagnera bien sûr également de démonstrations et de formations aux bénéficiaires. Au terme, nous espérons que cette action contribue aux objectifs nationaux en matière de réduction des émissions des gaz à effet de serre. Le CDC de Quartier 5 a organisé une soirée de soutien au chef de l'État, mais aussi en faveur du renouvellement de la confiance et de l'engagement. Dans l'enceinte du Centre de développement communautaire, une cérémonie de soutien à la vision du chef de l'État traduite en réalisation concrète. Ici, des artistes ont pris le relais pour animer cette soirée de mobilisation des jeunes en faveur du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour les élections à venir pour cette année 2026. Cette fois, même mobilisation en faveur du chef de l'État, un soutien indéfectible des jeunes. Les jeunes de la région d'Arta ont récemment organisé une cérémonie dédiée pour exprimer leur soutien indéfectible au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en vue du scrutin présidentiel 2026. Cet événement a rassemblé une foule variée, témoignant de l'engagement de toutes les tranches d'âge de la population envers la vision du chef de l'État.
Cette cérémonie en soutien au chef de l'État a vu la présence de plusieurs personnalités officielles, dont le ministre de l'Énergie Younis Ali Guedi, l'honorable Omar Waberi Malo, ainsi que le président du conseil régional. Leur participation a souligné l'importance de cette mobilisation. إسماعيل دقمداد ويان ودير شعرتي ضمير جو ودقان كي لقوق مقع دريان Le ministère de la Femme et de la Famille a organisé au Palais du Peuple un atelier portant sur la politique nationale concernant les enfants, leurs droits et leurs priorités. Cet événement, dirigé par Mme Anisa Hassan Bahdoun, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, qui a rassemblé tous les acteurs responsables de la mise en œuvre de la politique nationale en faveur de l'enfance, prévenant donc principalement les secteurs de l'éducation, la santé et la justice. L'atelier multisectoriel a fait suite aux initiatives précédentes visant à évaluer les progrès accomplis dans l'accomplissement des indicateurs de la PNE, à identifier également les enjeux pour 2026 et à concevoir des solutions concrètes pour l'avenir. Mais aussi de mettre en lumière les opportunités émergentes susceptibles de renforcer l'impact de nos interventions en faveur des enfants. L'atelier qui nous a réunis aujourd'hui constitue une étape déterminante de ce processus. Il vise à valider de manière participative et inclusive les constats, les conclusions et les recommandations issues de la revue à mi-parcours. Nous allons à Ali Sabieh dans le cadre de la lutte contre la contrebande. Dans l'après-midi du 27 décembre, vers 15h, la brigade d'Ali Sabieh, en collaboration avec les militaires BIAS, a mené une opération de lutte contre le trafic de produits stupéfiants dans le secteur de Bolé. Au cours de cette patrouille, 3 ressortissants d'origine étrangère ont donc été surpris en flagrant délit de transport de cannabis. Lors de leur déclaration, ils ont reconnu les faits qui leur ont été reprochés, affirmant que leur intention était d'écouler la marchandise sur le marché local, mais surtout à la capitale. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. L'Afrique lance un projet de banque panafricaine, l'or, pour renforcer son autonomie. Le 30 décembre 2025, la Banque centrale d'Égypte, Afrexim Bank, ont signé un protocole d'accord marquant le début de cette initiative stratégique. Cette future institution vise à structurer et dynamiser la filière aurifère africaine en capitalisant sur le potentiel considérable du continent qui figure parmi les principaux producteurs d'or au monde. Le projet entend non seulement renforcer la valeur ajoutée de l'or local, mais aussi contribuer à l'autonomie financière du continent en créant un outil de régulation, d'investissement adapté aux besoins des pays africains. Et pour clore ce journal, il y a cette décision israélienne interdisant les activités de dizaines d'organisations humanitaires internationales opérant dans la bande de Gaza.
Cette interdiction est entrée en vigueur avec le début de cette année, suscitant de vives inquiétudes au sein des Nations Unies de la communauté humanitaire internationale. Les autorités israéliennes avaient annoncé précédemment leur intention de révoquer les licences de 37 organisations d'aide humanitaire internationale au motif qu'elles ne sont pas conformes aux nouvelles règles de vérification. Les Nations Unies et plusieurs organisations humanitaires internationales ont toutefois fermement rejeté ces accusations, appelant les autorités israéliennes à revenir sur cette décision qu'elles estiment être une interdiction qui risque de compromettre les opérations humanitaires essentielles et de porter atteinte aux efforts visant à sauver des vies dans les territoires de Gaza. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.